Bon, donc aujourd'hui, on va parler de prise en charge à distance de l'insuffisance cardiaque. Euh, on va faire d'abord rapidement quelque chose d'assez rébarbatif, mais assez méconnu et assez essentiel pour la compréhension de cette activité. C'est un petit tour des études principales qui ont fondé les bases de ETAP et du remboursement actuel. Et puis ensuite, on verra le cadre légal C'est bien, du je remboursement. laisse. Ouais. Ok, donc, que disent les études? C'est suffisant? Ouais. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous Le plaît? problème, c'est que si je coupe On le va micro, régler, et c'est si cardio haut. Cardio haut, est-ce que vous m'entendez, cardio haut? Parce que là, vous avez vos micros allumés, on vous entend en fait. Donc, Donc, la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Putain, mais là, c'est vraiment très ennuyeux tout ça. Pierre, est-ce que tu veux me mettre co-host pour que je t'aide? Ouais. Donc, ce qui a lancé la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, c'est l'étude TIMHF2. Donc, on en entend beaucoup parler. Peut-être que vous ne la connaissez pas dans le détail, mais c'est une étude allemande randomisée, un peu plus de 1500 patients. Et l'originalité de cette étude, elle réside en plusieurs points. Le premier point, c'est que c'est une étude multiparamétrique dans laquelle les patients sous télésurveillance devaient faire des mesures quotidiennes de poids, pression artérielle, fréquence cardiaque, saturométrie. Il y avait des symptômes, il y avait la possibilité de faire un strip ECG. La deuxième particularité, c'est que les patients avaient un programme d'accompagnement thérapeutique. Les transmissions étaient quotidiennes. Et cette transmission, elle se faisait sur un centre de télésurveillance référent. Voilà, donc c'est un centre qui s'occupait de la télésurveillance de tous les participants de l'étude. Donc, transmission quotidienne 7 jours sur 7, avec possibilité même de faire des appels d'urgence, ce qui est vraiment une spécificité de cette étude. Euh, donc, le monitorage, j'en ai parlé. C'est un centre de référence et un point vraiment important. Donc, ça, il centralise ce centre toutes les alertes. Il fait les appels patients et c'est le centre qui réfère le patient au cardiologue et aux médecins généralistes qui font eux-mêmes partie de l'étude et qui ont un accès aux données. Voilà, donc il y a vraiment cette prise en charge triangulaire, centre de référence, cardio, médecin généraliste. Voilà. Tout le monde est impliqué dans la prise en charge et on verra que ça n'a pas été le cas pour toutes les études qui ont été négatives. Donc l'observance, elle est quand même assez bonne puisqu'il y a 97% des gens qui faisaient 70% des transmissions attendues. Et les résultats, bon, mais les résultats ils sont connus, c'est que c'est une étude qui est positive avec une réduction de jours perdus pour hospitalisation ou décès. Mais donc, ce qui avait marqué les esprits, c'est que les gens avaient une meilleure survie dans le bras télésurveillance. Alors, si on considère cette étude comme le gold standard, on va voir en fait petit à petit pourquoi les études antérieures n'ont pas fonctionné. Donc, une des premières grosses études, c'est l'étude TéléHF. Donc, on est sur le même nombre, sur un échantillon assez important aussi, 1600 patients. Et alors là, c'est une première approche, c'est un recueil téléphonique du poids et des symptômes par messagerie. Donc, les gens devaient communiquer à un robot tous les jours leur poids et leurs symptômes par un système de messagerie. Alors, il n'y avait pas d'accompagnement thérapeutique. La transmission était quotidienne. Il y avait un investigateur par centre. D'accord. Donc, comme dans beaucoup d'études, sauf que là, c'est un petit peu préjudiciable, je pense, parce que quand vous avez un investigateur par centre qui fait, pour le coup, cette activité de télésurveillance, bah, sur le plan organisationnel, c'est assez complexe, je pense. Alors, l'observance, elle est particulièrement mauvaise, puisqu'il y a la moitié, même plus de la moitié des gens qui ont arrêté le système au terme de l'étude de 6 mois. Probablement aussi parce que quand vous parlez à un robot, c'est pas forcément très pratique, très engageant. D'accord? Donc, cette étude, elle est négative. Euh, Attendez, voilà. Donc, mais les points négatifs, c'est bon, le système de recueil par téléphonie, pas d'accompagnement thérapeutique, un investigateur par centre, donc on a autant d'investigateurs que de centres. L'observance est très mauvaise et les résultats sont négatifs. Alors ensuite, il y a une autre étude qui s'est attachée à faire la télésurveillance basée uniquement sur le poids, parce que ça, c'est aussi une des questions, c'est
combien il faut de paramètres pour qu'on puisse obtenir l'efficacité. Ça avance tout seul, mais c'est pas ça. Voilà, donc il y avait deux bras, donc les gens qui surveillaient leur poids de façon conventionnelle, et puis l'autre qui utilisaient des balances connectées et qui transmettaient donc à des infirmières, en fait. Et ces infirmières, elles avaient la charge de recueillir les alertes de poids 3 fois par semaine, donc c'était un protocole assez allégé. Et aussi une particularité, c'est que le protocole de prise en charge des décompensations cardiaques, c'était un protocole standardisé, à savoir, si vous étiez en insuffisance cardiaque, eh bien, on vous montait votre Lasix de 40 mg. Donc là, on voit déjà, bon, enfin, il y a quand même, c'est quand même, je pense, une limite, parce que quand on sait qu'on a des patients sous télésurveillance qui ont 500 mg, 750 mg, des fois 1 gramme de Lasix, si on leur remonte de 40, ça ne va pas tellement changer leur vie. Donc cette étude est négative et donc les points négatifs, on peut noter, c'est qu'on a une surveillance multiparamétrique, pas d'accompagnement thérapeutique, on regarde les alertes 3 fois par semaine avec un protocole standardisé et on est négatif en dépit d'une observance qui n'était quand même pas mauvaise. Donc là, ça répond à la question, est-ce que le poids, ça suffit? Ben, a priori, ça ne suffit pas, le poids. Et est-ce qu'un protocole standardisé, c'est plus avantageux qu'une prise en charge individualisée? Probablement pas non plus. Alors, une étude française, une belle étude qui a été menée par Toulouse, mais qui est multicentrique. Donc là, on était sur du poids et des questionnaires de symptômes. Il y avait de l'accompagnement thérapeutique, transmission quotidienne, et là, le monitorage, eh bien, c'était des infirmières qui étaient en charge de prise en charge des alertes. Elles appelaient le patient pour savoir si effectivement elles avaient l'impression qu'il était en décompensation. Et si c'était le cas, eh ben, le patient, on lui demandait d'aller voir son médecin généraliste ou son cardiologue. 53% des gens avaient 70% de transmission en termes de l'étude, ce qui est quand même une observance mauvaise, on va dire. Donc cette étude, elle est négative. Et euh, les points à discuter, c'est est-ce que poids et questionnaire, c'est suffisant? Euh, et surtout, à mon avis, c'est l'organisation de type gestion par des infirmières décentralisées avec, bah, si vous n'allez pas bien, allez voir votre médecin ou votre cardiologue. Bah, ça, à mon avis, ça ne marche pas, ça. Si ni le médecin généraliste ni le cardiologue ne sont dans la boucle et ne sont investis dans la prise en charge, euh, bon, vous pouvez demander à un patient d'aller voir son cardiologue, il aura rendez-vous dans 6 mois, et son insuffisance cardiaque, sa décompensation cardiaque, il la passera à l'hôpital. Et c'est ce qui s'est en fait passé dans cette étude. Donc là, on a quand même je ne sais pas pourquoi ça avance tout seul, on a des données sur le plan, je dirais, là, organisationnel. Après, il y avait Team HF1, donc là, c'est un petit peu plus difficile à expliquer. C'est la même équipe que Team HF2. Euh, il y avait moins de patients. Euh, on surveillait du poids, de la pression artérielle et possibilité de ECG. Il n'y avait pas de symptômes, il n'y avait pas d'accompagnement thérapeutique. Il y avait deux centres de référence et l'observance était bonne, mais le résultat était négatif. Donc là, qu'est-ce qui pêche? Peut-être qu'on n'avait pas assez de paramètres surveillés. Puis là, probablement que l'éducation thérapeutique, ça jouait un rôle. D'accord? Donc là, on a pu voir. Alors, il y a BitaChef, j'avais oublié, ouais. BitaChef, là, c'est à peu près pareil. C'est en tout cas, sur le nombre de paramètres surveillés, c'était vraiment du multiparamétrique. Il y avait de l'accompagnement thérapeutique. Mais là encore, on a deux problèmes. On a le problème de l'organisation de la prise en charge. C'est un centre d'infirmières qui, de la même façon que dans ICAT, réfère le patient à son médecin généraliste ou son cardiologue. Euh, et donc ça, c'est c'est pas pourquoi ça. Et ça, donc là, on a une réponse. Et alors, il y a aussi un problème d'observance, hein, mais euh, on a aussi, je pense, voilà, comme dans OSI4, cette problématique d'organisation dans laquelle il n'y a pas finalement de médecin euh, inclus. Et ça, c'est une véritable limite. Et l'observance en est une deuxième, bien évidemment, que si les gens n'utilisent pas le système, ça risque pas de fonctionner. Alors, juste une diapo sur la télésurveillance basée sur les devices, quoi, sur les défibrillateurs. Donc, l'étude de référence, c'est InTime, c'est aussi une étude allemande. Donc, c'est une étude qui est réalisée avec une prothèse
télécommunicante qui est évidemment capable de surveiller un grand nombre de paramètres que vous connaissez, les arythmies, mais aussi l'activité, la fréquence cardiaque, etc. Il y avait une transmission quotidienne des alertes. Et là aussi, à mon avis important, il y a une centralisation putain, il y a une centralisation de la prise en charge des alertes. Euh, alors, ce centre de télésurveillance, bah, c'est lui qui récupère les alertes. C'est lui qui éventuellement les transmet au centre investigateur, mais c'est lui aussi qui vérifie que le message d'alerte a eu une conséquence en termes de prise en charge. Alors, l'observance a été évidemment bonne. Et dans cette étude, bah, les gens qui étaient surveillés, ils vivaient plus longtemps. C'était des patients insuffisants cardiaques. Alors, en face, j'ai mis REM-HF, qui est une étude, pour le coup, négative, en dépit du fait qu'elle inclut 2 fois plus de patients. Mais là, la, la méthodologie est complètement différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alerte et les patients font une transmission hebdomadaire de leur prothèse, donc c'est la transmission, on va dire, manuelle. Et il y avait un référent par centre, donc là c'est pareil, il n'y a pas de centralisation. L'observance, elle n'est pas très bonne, puisqu'on compte sur la collectivité et le bon vouloir des gens, et les résultats étaient négatifs. D'accord. Donc, je ne vais pas vous emmerder plus longtemps avec ces études, mais ce que l'on voit dans ces études, c'est parce que je voulais vous les présenter parce que on a l'impression qu'il y a un petit flottement actuellement sur c'est quoi la bonne stratégie pour télésurveiller. Voilà, comme si on était complètement dans le brouillard. En réalité, vous voyez que depuis une quinzaine d'années, il y a quand même un certain nombre d'études randomisées qui donnent des informations. Ce qui marche, c'est d'avoir un centre de télésurveillance. C'est d'être organisé pour faire de la télésurveillance. Ce qui ne marche pas, c'est de dire à des infirmières, bon, bah, tu t'en démerdes. Et puis, quand tu vois qu'il y a une alerte, que tu penses qu'un patient est décompensé, tu lui dis d'aller voir son médecin généraliste. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne encore moins bien quand l'infirmière n'est pas l'infirmière du centre de télésurveillance. C'est-à-dire que je pense en particulier à des infirmières qui pourraient travailler pour un industriel. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, le centre de télésurveillance, avec Romain, ça fait des années, et Pierre, ça fait des années et des années qu'on milite pour l'organisation dans les centres hospitaliers et les cliniques en termes de centre de télésurveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des paramédicaux qui sont dédiés à cette activité, du début à la fin, de l'inclusion jusqu'au traitement des alertes et la prise en charge à domicile en passant par l'accompagnement thérapeutique. Ça permet d'instaurer une relation de confiance avec les patients, ça permet d'avoir un bon suivi du dossier médical, etc. Donc, et donc, il y a des paramédicaux, mais il faut aussi qu'il y ait des médecins, comme moi, comme Pierre, comme Romain, enfin, Romain il s'en occupe moins à Clermont, c'est maintenant à Clément-Réau-Creux, mais en tout cas, des personnes dédiées euh, auxquelles les infirmières vont pouvoir faire appel en cas de problème. Deuxième enseignement de toutes ces études, c'est l'aspect multiparamétrique. Si on ne surveille que le poids, ça ne fonctionne pas, même quand les gens sont observants. D'accord? Donc le poids, c'est effectivement un élément essentiel, mais insuffisant. Et en tout cas, pour la prise en charge euh, à domicile, c'est pour ça que j'ai utilisé volontairement dans le titre le terme de prise en charge à domicile et non pas télésurveillance, c'est que dans ce que l'on comprend par prise en charge, il y a la notion de titration médicamenteuse, la notion de surveillance des décompensations cardiaques et la notion de, une fois que ça va mal, le patient reste à la maison. Et si vous voulez faire de la titration ou faire des modifications de traitement itératives à la maison, vous allez avoir besoin de paramètres comme la pression artérielle, comme les bilans biologiques, comme la fréquence cardiaque, les symptômes. D'accord? Alors, autre point, mais qui coule un petit peu de source, hein, c'est l'observance. Donc, si les gens n'utilisent pas le système, évidemment que ça ne fonctionne pas. Alors, pour qu'ils utilisent le système, il faut que le système soit convivial, OK, mais, donc le contre-exemple, c'est je téléphone à un robot pour annoncer mon point, mais surtout, l'observance, elle découle de l'accompagnement thérapeutique initial, de l'éducation initiale et de l'investissement de l'équipe. C'est-à-dire que si vous expliquez clairement pourquoi le patient va avoir, entre guillemets, cette corvée de faire ses automesures chaque matin, euh, dans quel intérêt il fait ça, qu'est-ce que nous, derrière l'écran, on va pouvoir voir et qu'est-ce qu'on va pouvoir engager comme action pour éviter, in fine, que le patient soit hospitalisé, parce que je pense que le but de la prise en charge à distance, c'est véritablement ça, c'est d'éviter que les gens soient hospitalisés. Bon, déjà, il va être plus enclin à faire ces mesures.
Si personne ne regarde les alertes et que le patient, quand il va pas bien ou quand il met qu'il a des symptômes, d'essoufflement, d'œdème, enfin, personne ne le rappelle, évidemment qu'il n'est pas tellement motivé pour poursuivre ses mesures quotidiennes. Donc l'observance, elle tient au système utilisé, mais elle tient surtout à vous euh, dans votre accompagnement et éducation aux patients. Alors l'éducation aux patients, c'est très probablement un facteur très important du succès de cette prise en charge. Alors, je sais que c'est pas tellement la tasse de thé des gens qui sont à télésurveillance, ça demande une organisation particulière, ça on pourra en parler, mais euh, au final, ce que j'observe à l'échelle de notre centre, c'est que les gens qui font les séances d'accompagnement thérapeutique sont plus investis, plus observants et ils ont moins d'emmerdes que ceux qui ne le font pas. Et puis, il y a l'organisation en réseau. Donc, quand je dis réseau, ça ne veut pas forcément dire réseau euh, multicentrique, mais ça veut dire je travaille de concert avec des infirmières locales, un médecin généraliste et bon, le cardiologue en général, c'est vous, mais ça peut être aussi un cardiologue de ville. Euh, Romain, est-ce que tu as des commentaires à faire ou j'ai vu passer dans les participants Clément, si vous avez des commentaires à faire sur ces mots-clés, enfin, que je pense vraiment être clés pour le succès. Alors peut-être Clément veut prendre la parole. On travaille ensemble sur tout ça depuis de longues années. Je soutiens complètement cette vision-là et effectivement, je suis assez convaincu. Souvent, les gens disent, ah, mais l'évolution vers la télésurveillance, vous allez perdre de vue vos patients, on va moins les voir et donc ce sera moins bien pour eux, etc. Ce qui est complètement faux, puisque finalement, les patients ont un contact beaucoup plus fréquent avec les équipes. Et finalement, il y a une meilleure connaissance du patient, de son environnement, et donc une meilleure prise en charge quand on les suit et qu'on les suit à distance dans cette prise en charge à domicile, comme tu l'as dit. Et effectivement, l'éducation du patient, il y a des choses parfaitement simples hein, qui permettent vraiment d'optimiser leur prise en charge et de les rendre acteurs à part entière. Et donc, non, non, je suis convaincu de ça. Et au contraire, je pense qu'on est beaucoup plus proche de nos patients que de les voir une fois par an ou tous les 18 mois. Bonjour à tous, excusez-moi du retard. J'ai pas de, effectivement, j'adhère à tous ces mots-clés, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, rétablir de la confiance, c'est plutôt intéressant vis-à-vis d'une population qui est souvent un peu esseulée et donc qui répondra pas à un numéro inconnu sur un téléphone, qui répondra aux personnes qu'elle a déjà vues ou entendues ou dont elle a déjà entendu parler. Donc mettre un visage, un prénom, ça aide à établir cette relation de confiance, si bien que nous ici, nos collaboratrices, on les appelle par leur prénom presque au téléphone. Hein, nos patients ont pris cette habitude-là. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, Romain, là, on expérimente récemment la titration et en 1 mois ou 2 mois, on a 10 contacts auprès des patients qu'on n'aurait jamais eu autrement que par la télésurveillance. Puisque finalement, on les aurait pas appelés, on aurait attendu la consultation à 2 ou 3 mois. Et donc, en fait, on rajoute de l'humain et de la connexion là où il y en avait moins, surtout quand on sait que c'est souvent des patients un peu sortis du système de soins. Donc ça fait sens, à mon avis, là-dessus. Mais par contre, je rejoins Sylvain sur le côté qu'il faut identifier quelque chose, le fait que là, il y a un bureau, qu'il y a un endroit, que ça a été une entité, et que c'est pas une infirmière ou une collaboratrice qui change, ou dont on ne sait pas forcément où elle travaille, ou qui ne connaît pas la région, et qui dit à un patient d'aller au laboratoire alors qu'il est au milieu des Combrailles pour ce qui nous concerne, c'est qu'elle ne saisit pas la géographie et la démographie de la région, et donc c'est pas adapté, son discours n'est pas forcément adapté à ce qui se passe en réalité. Notamment pendant les saisons, hein, en hiver dans le Cantal, on ne peut pas aller au laboratoire faire sa prise de sang. Donc la réalité, c'est qu'il va falloir trouver une autre solution, d'où l'intérêt d'avoir quelque chose d'un peu loco-régional au maximum, je dirais, moi, pour être pertinent. Ouais, d'autant plus que on a souvent intérêt à interagir avec vraiment étroitement sur les patients qui dérapent avec les médecins généralistes et les cardios. Euh, c'est pas quelqu'un extérieur au système qui va pouvoir le faire. Mais tu vois, je trouve intéressant que tu dis quand on fait la titration euh, des patients, donc ça, c'est une utilisation vraiment géniale de ce système, c'est que les patients, en tout cas nous à Bordeaux, on les fait sortir plus tôt
d'un épisode de décompensation cardiaque parce qu'on sait qu'on va pouvoir les titrer à la maison. Euh, et comme tu disais, le patient qui reçoit 10 appels dans le premier ou dans les 2 premiers mois, bon, bah déjà, bon, bah, pour lui, c'est un contact médical inespéré. Et surtout, le truc, c'est qu'au bout de des mois, il est à l'objectif de traitement qu'il n'aurait jamais atteint par des consultations présentielles. Jamais. Complètement. Donc, donc par voie de conséquence, il décompensera moins. D'autant Euh, plus aux recommandations qui nous donnent pour 6 semaines le délai d'arriver à un traitement médical optimal. On ne peut pas faire autrement qu'en utilisant de ces usages-là. Et je nous trouve moins frileux parce que moi, pour la trentaine de patients qu'on expérimente en titration, ça se passe toujours très bien. Il y a eu un cas de créatinine un peu plus haute que ce qu'on avait imaginé, mais sans conséquence pour le patient. À condition, par contre, effectivement, que ce soit multiparamétrique. Donc, je ne sais pas comment vous faites vous, mais nous, s'il y a seulement la surveillance du poids, ça me semble un peu léger pour faire de la télétitration. non. Non, il faut au moins avoir la pression et la bio, quoi. Ouais. Finalement, ce dont on a besoin en consultation, bah, si on l'a à distance, bah voilà, je crois qu'on a tous les outils à disposition pour faire de la titration. Donc, on n'a pas de raison de ne pas le faire. Je pense Ouais. Et surtout que c'est mieux parce qu'on a la pression sur tous les jours, quoi. pas. Et donc, c'est pas une mesure. Et... Non, ouais, c'est vraiment puissant. Ouais. C'est beaucoup à Toulouse qu'ils ont fait ça. Ouais. Alors après, le cadre juridique actuel, euh, donc, bon, sur les indications, bon, je pense que tout le monde est à peu près au clair. Donc, les indications, bon, c'est les patients qui ont décompensé dans les 12 derniers mois. Et puis, pour les autres, c'est NYHA2 avec un BNP supérieur à 100 ou un NT pro BNP supérieur à 1000. Donc, c'est et ou, hein. Donc, ça fait quand même un certain nombre de patients candidats. Et c'est vrai que pour 2024, c'était un des souhaits de l'assurance maladie que chaque patient insuffisant cardiaque puisse bénéficier d'une télésurveillance. Bon, c'est un peu un vœu pieux parce que, euh, bah, disons que en termes organisationnels, ça pose pas mal de problèmes partout, mais euh, en tout cas, les patients éligibles, il y en a énormément. Euh, les spécifications techniques, bon, sans rentrer vraiment trop dans les détails, mais ce qui est requis actuellement, c'est la mesure du poids quotidienne. Voilà. C'est le minimum. Bon, là, vous avez vu par rapport à ce que j'ai présenté que c'est vraiment le minimum du minimum, quoi. Euh, et que donc, nous, par exemple, bon, à Clermont et Bordeaux, c'est pas le parti du tout qu'on a pris. Et on, a pas, on part du principe que plus on a de données, et plus c'est intéressant. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a connecté sur nos plateformes les données des devices Medtronic, parce que vous savez que on peut avoir en plus des informations essentielles comme la charge en FA, l'activité, l'impédance thoracique, etc. Donc plus vous avez d'informations, plus vous êtes à même d'évaluer à distance l'état d'un patient et puis de le surveiller en fonction des modifications de traitement que vous faites. Bon, moi, c'est souvent ce que je dis à la consulte, enfin, comme image, c'est si à la consulte, vous vous contentez de peser votre patient, bah, c'est un peu moins puissant que si vous lui prenez attention, que si vous l'examinez, que si vous faites un électro. Voilà. Donc, c'est pareil à distance. En tout cas, le législateur, il nous dit qu'il faut un contrôle quotidien du poids. C'est le minimum. Alors, les consentements, bon, c'est pas la peine de tout lire, mais il y avait quelque chose qui avait attiré mon attention. Donc, le consentement, à l'heure actuelle, il doit porter sur deux choses. Sur est-ce que le patient est d'accord pour faire cette activité de télésurveillance? Et est-ce qu'il est d'accord pour qu'on utilise ces données à caractère personnel? Et notamment, ça, c'est un petit peu original, pour que l'assurance maladie puisse faire des évaluations d'utilisation en vie réelle. Donc, notamment, vous devez être en mesure de fournir à l'assurance maladie le taux d'utilisation en termes d'observance. C'est-à-dire, on pourra voir sur la plateforme tout à l'heure, on fera un petit tour sur, euh, en réalité, combien de pourcentage du temps le patient a envoyé ces données. Si vous voulez faire de la recherche sur les données de télésurveillance, ce qui est notre cas à Clermont et à Bordeaux, bah, ça doit être également spécifié dans le consentement. Et ce sont des données qui sont en général anonymisées, enfin même toujours.
Euh, le consentement médical, enfin, le consentement, il doit être recueilli par tout moyen, dont la voie électronique, c'est marqué. Donc, par tout moyen, bah, ça veut dire par tout moyen. En général, en France, on aime bien faire signer les papiers, mais un consentement oral est également admis, sous réserve qu'on ait tracé le fait que le patient a donné son accord. J'ai aussi marqué, enfin, repris la dernière phrase, c'est que si le patient refuse, il faut également l'inscrire dans le dossier médical. Ça, c'est valable pour toutes les activités de télésurveillance. Ça pourra vous éviter d'avoir des ennuis. Si, en cas de problème, par exemple, la famille se retourne contre vous, on va dire, bah, on a tracé un refus du patient. Alors, l'accompagnement thérapeutique, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est des fois de s'y souscrire, mais soustraire, pardon, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Alors, contrairement à Étape où c'était assez bien défini, là, on nous dit finalement ce qui est défini clairement, c'est la première séance. La première séance, elle doit être réalisée le premier mois et de préférence en présentiel. Et puis après, vous pouvez faire en présentiel ou à distance en fonction de l'organisation que vous avez choisie et à la fréquence que vous voulez. Bon. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des visioconférences. Euh, Et donc, c'est le jeudi après-midi. Il y a 3 thématiques par jeudi, sur un total de 9, donc ça tourne toujours. Ça dure 20 minutes, 25 minutes, c'est présenté par une infirmière. Et ensuite, il y a les questions. Et donc, en général, c'est moi qui réponds aux questions. Euh, et donc, tous les patients qui veulent se connecter, ça marche par Zoom aussi, se connectent, participent. Donc ça, c'est un certain succès parce que les gens ne se déplacent pas. Et cette idée-là, on l'a eue au cours du Covid, puisque on voulait continuer à assurer la télésurveillance dans les règles, on va dire. Mais on a poursuivi parce qu'on s'est dit, on fait de la prise en charge à distance pour éviter que les gens arrivent à l'hôpital, mais s'ils arrivent à l'hôpital pour pour l'accompagnement thérapeutique hebdomadaire ou bimensuel, ça va pas. Et donc, les gens sont à domicile, ça leur convient très bien. Ils se connectent, ils se connectent pas. Il y a 3 sessions dans l'après-midi. S'il y en a une qu'ils ont déjà vue, qu'ils veulent pas voir, ils se déconnectent, ils se reconnectent. Autre avantage, c'est qu'il y a pas mal d'échanges entre les patients, d'expérience. Et finalement, c'est une opportunité pour eux de poser des questions qu'ils n'ont pas forcément à l'hôpital quand ils sont toujours dans une situation de stress ou voilà. Donc, nous, on a fait cette organisation-là et c'est très bien. Alors, il y a aussi la possibilité de venir en présentiel quand on habite à proximité du CHU, mais cette prise en charge à distance, c'est vraiment ça qu'on favorise. Clément et Romain, vous, c'est quoi comme organisation sur l'accompagnement thérapeutique? Ouais, vous en faites probablement pas trop, c'est ça? Non, je sais pas. Romain, comment c'est organisé chez vous? Les gens viennent? Alors, je vais laisser, quoi, Clément, il aura la meilleure réponse que moi, mais on essaye d'intégrer ça aussi dans le cadre de l'unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque avec il y a du présentiel, mais du coup, tous les patients en bénéficient pas. D'accord. Ok, ouais. Bah, c'est pour ça que on a lancé les sessions Zoom. Bon, évidemment, session Zoom, ça veut dire qu'il faut avoir Internet, etc. Mais bon, ça exclut quand même pas beaucoup de patients. Ouais. Excusez-moi encore une fois. Actuellement, les filles, elles font la première séance, elles se le notent en fait, mais individuellement. On ne fait pas de séance collective. On les fait toutes en distanciel. Et c'est vrai que après, c'est un peu au cas par cas. En fait, on s'est plutôt dit que il faut distiller de l'éducation thérapeutique à chacune des interventions. Et même avoir un appel infructueux, c'est-à-dire des patients qui nous appellent pour des problèmes finalement qui ne sont pas de notre ressort, c'est l'occasion de faire passer un message, c'est l'occasion de vérifier leur ordonnance, leur rendez-vous. Et en fait, il n'y a quasiment maintenant aucun appel inutile finalement, puisque Ouais. toujours à la recherche de quelque chose, et donc pour les filles, un moyen de faire de l'éducation thérapeutique, même si ça ne prend pas la structure idéal qu'on aimerait, je pense que c'est aussi important. Et donc, le message, c'est que même si on n'a pas le temps d'organiser des séances en groupe, etc., on peut toujours faire passer des messages simples, les signer POF, vous avez un rendez-vous chez le médecin, votre ordonnance n'est pas périmée, de quand date votre dernière prise de sang, parce que tout ça, c'est aussi de l'éducation. Ah ouais, ouais, ça, c'est un bon point parce que c'est vrai que si c'est moi qui appelle le patient, par exemple, je vais plutôt penser aux médicaments, mais c'est vrai que j'ai remarqué que, par exemple, Charlotte, là, notre IPA, euh, bah, elle insiste pas mal sur mais attendez, c'est quoi
c'est quoi votre régime alimentaire en fait? Elle passe du temps à savoir si effectivement il ne mange pas du sel toute la journée, ce qui est souvent le cas. Et même elle a solutionné deux, trois problèmes récurrents chez les patients qu'on n'arrivait pas à contrôler grâce à une meilleure hygiène alimentaire, quoi. Donc, effectivement, tu as raison de dire ça, c'est que cet accompagnement thérapeutique, il n'est pas obligé d'être formalisé sur des séances particulières, mais chaque appel peut être l'occasion, hein. Nous, on trace la première, effectivement, pour rentrer dans le Ouais. cadre. On fait un acte, on met une trace du premier accompagnement, on met une date, ce qui fait qu'effectivement, on remplit cette condition-là. Et après, les autres, en fait, c'est au fil de l'eau qu'on met dans le carnet de bord en disant, voilà, on en a profité pour parler de ça, etc. Et effectivement, dans la période qui nous concerne, les patients n'ont pas forcément le temps de poser toutes leurs questions à leur médecin traitant parce que nos confrères sont aussi débordés. Et en fait, des fois, on parle d'autre chose que du cœur et c'est pas plus mal, quoi. C'est toujours rentable, quoi. Ouais. OK. Alors, la prescription, alors là, c'est un peu particulier. On nous demande de faire une prescription initiale d'un mois. Et puis après, c'est tous les 6 mois. Enfin, au maximum de 6 mois, on va dire. Voilà. Et puis, bon, par contre, il n'y a pas de limite. Ça, c'était quelque chose pour lequel, avec Romain, on avait pas mal milité. C'était de dire, la télésurveillance, quand ça s'arrête, les bénéfices disparaissent. Et ça, c'était en particulier l'expérience de Cardio-Auvergne, où les patients déjà voulaient pas être déconnectés, hein, ce que souvent me disait Romain. Et puis, quand ils étaient connectés, ils allaient quand même moins bien. Ça a été aussi démontré dans les, euh, dans le suivi à distance à long terme, je veux dire, de Team HF2. Donc là, on a l'autorisation de poursuivre autant qu'on le souhaite après réévaluation semestrielle cette télésurveillance. Parce qu'en général, les Nous, patients ne guérissent pas de leur insuffisance cardiaque, malheureusement. Donc, pour compléter Sylvain, effectivement, nous, c'est l'impression et l'expérience qu'on a eue. Pour essayer de le tracer un peu mieux, on est en train de voir pour relever tous les patients qui ont été sortis de l'étude en collant au NT pas de l'étude du système de surveillance de Cardio-Auvergne, en voyant après ce que sont devenus ces patients-là. Et effectivement, alors pour le moment, c'est au doigt mouillé, mais régulièrement, on réinclut des patients assez rapidement. Alors après, il y a des gens qui ont bien pris les réflexes, qui vont continuer de se peser eux-mêmes et savoir se surveiller, mais quand même, globalement, on a le sentiment qu'on rattrape des patients qui sont réhospitalisés dans les suites. Et puis voilà, moi, mon sentiment, comme le tien, c'est que c'est une maladie chronique qu'on arrive à stabiliser, hormis quelques exceptions, mais sinon, euh, je ne comprends pas trop ce principe-là. Donc voilà, on est en train de faire ce travail-là qui sera plus objectif pour pouvoir apporter une réponse à ça. alors, ensuite, il y a un problème. Donc, le législateur a insisté sur l'observance. Bon, finalement, il a raison, même si c'est difficile pour nous de, d'inclure ça dans un processus de facturation, etc. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le patient doit envoyer au moins des données un jour sur deux, donc observance à 50%. Et si ce n'est pas le cas de 2 mois de rang, eh bien, vous devez ne pas le facturer enfin, vous pouvez le facturer, mais par contre, vous devez interrompre la télésurveillance. Donc là, sur le système Carrière, on pourra le voir, vous avez des warnings qui vous disent vert, le patient, ça marche bien. Orange, il est en train de ne pas être assez observant. Et puis rouge, vous êtes en déficit d'observance. Euh, il y a une petite exception pour les gens qui sont dans l'incapacité de télétransmettre. Donc, on dit s'ils sont en déplacement ou s'ils ont une hospitalisation prolongée, vous pouvez ne pas interrompre la télésurveillance. Par contre, vous ne pouvez pas la facturer. Donc, véritablement, l'observance, il y a vraiment des efforts à faire sur cette observance. euh, et on exige donc du coup au moins la moitié des données. Donc, c'est vrai que nous, dans le service, initialement, les infirmières avaient pris l'habitude de dire aux patients, il faut faire au moins un jour sur deux. Mais en fait, non, parce que si vous faites un jour sur deux et que vous avez loupé une fois, ça fait moins de 50%. Donc, euh, je pense que le vrai discours, c'est vraiment tous les jours, quoi. Comme ça vous laisse une petite marge de manœuvre si vous avez quelques oublis. Euh,
Alors, la tarification, donc c'est des forfaits, vous tarifez au mois, ce qui est assez pénible, mais vous pouvez faire des lots de 6 mois. Vous savez que l'insuffisance cardiaque, c'est une facturation de niveau 2, donc c'est 28 euros par mois que vous pouvez facturer. Et il y a des forfaits majorés, donc majorés au double ou fois 2,5 pour des niveaux de sévérité sur le plan polypathologique, on va dire, des patients. Ce qui est ce qui fait plutôt sens, mais qui en pratique est assez difficile sur le plan de la facturation parce que ces niveaux de sévérité varient dans le temps. Je vous le dis, mais les forfaits majorés, donc niveau 1, niveau 2, et vous pouvez les majorer pendant 1 an au maximum. Donc, c'est 6 mois que vous pouvez renouveler 6 mois et ensuite le patient ne bénéficiera plus que du forfait de base. Donc, les majorations, elles prennent en compte l'âge du patient et le nombre de comorbidités, ou si le patient sort d'hospitalisation dans les 30 derniers jours. Donc ça, vous voyez qu'évidemment, euh, si vous le renouvelez, ce critère-là va sauter, sauf si le patient a été hospitalisé. Et puis, vous avez donc les comorbidités, choc cardiogénique, transplantation, syndrome cardio-rénal, insuffisance réfractaire avec pronostic vital inférieur à 1 année. Bon, difficile à évaluer, mais cardiopathie restrictive, amylose cardiaque, et puis les cancers, l'insuffisance rénale, l'anémie, puis la dénutrition. Voilà. Donc ça, il faut trouver un système, il faut s'organiser pour la facturation et tous les semestres, si vous décidez de facturer en bloc de 6, réévaluer la possibilité d'un forfait majoré. Donc nous, on utilise DXCare et on a les infirmières qui inscrivent les patients, enfin qui les renouvellent. C'est elles qui remplissent, vous voyez, sur le côté, là, le niveau de forfait, en fait, et que l'administration utilise pour facturer. On va voir que sur la plateforme Carline, il y a la possibilité de faire la même chose. Ça, c'est aussi un document qui est envoyé par Carline, si vous le souhaitez, à vos organismes de facturation. C'est-à-dire que, bon, là, c'est la liste des patients de Bordeaux là, que j'ai anonymisé, mais à la fréquence que vous voulez, donc soit tous les mois, soit tous les 6 mois, votre établissement de facturation va recevoir le nom des patients, le numéro de sécurité sociale, le début et la fin, et le code de facturation, c'est là, TDB. Et à partir du mois de juillet, ça vous donnera aussi les niveaux de facturation majorés. Euh, je vais aller faire un tour sur la plateforme pour vous montrer deux, trois euh, ouais, pardon, deux, trois fonctionnalités. Ouais, c'est là. Euh, donc là, c'est un patient qui est fictif là, pour cette présentation, mais bon, on va aller directement sur lui. Euh, ouais, bon, il a quelques alertes à traiter. Bon, peu importe, je vais dessus. C'est un patient, vous voyez, qui est vert là. Si je clique dessus, ben, il est dans un statut où son observance est bonne. Parce que vous voyez, sur ces 2 derniers mois, il est supérieur à 50%. Là, il avait un mois orange parce que c'était inférieur à 50%. Donc, quand vous voyez, euh, peut-être que Thierry, qui est connecté, peut me donner la règle des couleurs que j'ai oubliées, mais vert, on est au-dessus de 50. Orange, je crois qu'il y a un mois inférieur à 50. Tout à fait. Et rouge, c'est 2 mois inférieur à 50. Hein. Exactement. En fait, Ouais. si on a un premier mois qui est orange et le second qui est orange, du coup, ça va basculer sur du rouge. Il va Ouais. falloir rattraper le second mois pour repasser sur du vert. Ouais, c'est ça. Et donc, avec ces données bon, sont transmises à l'assurance maladie. Hein. Elles doivent normalement vous guider sur est-ce que j'interromps, est-ce que je facture, etc. Donc, justement, dans le document, là, il y a des choses qui sont bien faites. Il y a, d'abord, il y a le consentement. Et donc là, vous pouvez
tracer que le patient a effectivement donné son consentement pour la surveillance et la transmission à l'assurance maladie. Donc, vous faites signer le consentement que vous voulez, mais le consentement qui est proposé par Careline, il est, je pense, tout à fait complet, puisque bon, bah, il y a une partie d'explication sur ce qui va se passer, sur qui va traiter les données, et c'est un consentement qui est triple, qui concerne donc le recueil des données et l'utilisation des données par l'assurance maladie. Et il y a aussi l'utilisation des données à des fins de recherche scientifique et clinique, euh, euh, sous réserve que les données soient anonymisées. Et donc là, par exemple, c'est notre centre, donc on a fait rajouter ça, mais si dans votre centre, vous pouvez également utiliser sur ce consentement pour pouvoir ensuite effectuer des recherches comme vous le souhaitez. Donc ce consentement, il est légalement parfait et pratiquement très confortable. Alors ensuite, sur les ordonnances de télésurveillance, là, vous avez la possibilité de générer une ordonnance d'inclusion, par exemple. Vous voyez. Donc on vous dit ben, période d'essai de 1 mois suivie d'une période de 5 mois, ce qui vous évite de faire une ordonnance de 1 mois puis une ordonnance de 5 mois séparée. Donc il faut spécifier le, le dispositif que vous voulez utiliser. Bon, donc cette ordonnance, elle se génère en fonction de vos numéros RPPS et de vos identifiants, et elle est archivée sur la plateforme. Là, vous voyez, forfait base, c'est-à-dire qu'en fonction des données que l'on a renseignées dans la plateforme, eh ben, la plateforme vous dit que vous devez facturer un forfait de base. Là, vous voyez, dans Éditer, vous pouvez dire, bah, non, ce patient, en fait, il a été hospitalisé dans les 30 derniers jours, il a un niveau 1, ou alors, voilà, il a un cancer actif, c'est un niveau 2. Et si vous n'arrivez pas à vous en tirer tout seul, eh bien, vous pouvez cocher les cases, vous voyez, hospitalisé dans les 30 jours, voilà, il a une anémie, etc. Et ça va vous calculer, voilà, niveau majoré 1, c'est-à-dire que vous avez un forfait double. Euh, et donc ça, bon, bah, ça vous aide à la facturation, mais à partir du mois de juillet, Thierry, tu me corriges si je dis une bêtise, mais à partir du mois de juillet, ça va apparaître dans la feuille Excel qui peut être envoyée à votre organisme de facturation. Donc finalement, quand vous renouvelez votre patient, Careline peut envoyer ce fichier de facturation à votre établissement, ce qui est quand même assez confortable, je pense. Et ensuite, bon, ensuite, ça c'est pour les autres ordonnances, mais euh, voilà, pour le départ et le renouvellement, je trouve que là, c'est quand même assez bien fait. Enfin, je le dis d'autant plus confortablement que c'est pas moi qui l'ai mis au point. Ensuite, Thierry, tu voulais préciser autre chose sur la plateforme ou Non, 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 tu non, voilà. t'en sors très Euh, bien. Bien. donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, il y a euh, des données quotidiennes de poids, de pression artérielle, de fréquence cardiaque, pression artérielle, saturation optionnelle, mais la saturation, c'est une entrée manuelle. Nous, on l'a à Bordeaux. Bon, je ne suis pas dingo parce que je ne trouve pas que ce soit très, très utile sur le commun des mortels. Mais... Et puis après, il y a les questionnaires avec 5 questions. Et, et vous pouvez choisir le nombre d'items positifs qui sont susceptibles de déclencher une alerte. Vous avez les alertes de biologie. Donc, BNP, NT pour BNP, l'urée à la créate, le potasse, l'hémoglobine, sodium. Vous avez aussi la ferritine pour savoir si vous devez recharger votre patient. Et puis, pour les patients qui ont une prothèse métronique, donc un PACE ou un DEF, eh bien, vous avez en plus les données orthologiques, si on veut. Hein. Vous avez donc voilà, la FA, le pourcentage de STIM, la fréquence moyenne, les activités et la surcharge pulmonaire et l'optivol. Donc moi, j'aime bien parce que ça permet quand même, notamment les fréquences cardiaques moyennes, l'activité. Si vous voyez un patient qui est comme ça, qui a pris 2-3 kilos, vous pouvez être assez certain qu'il lui arrive des soucis, quoi. L'optivol, ben, tout le monde sait que c'est pas une sensibilité, spécificité
détonnante, mais il y a certains patients chez qui ça marche très très bien et même chez qui on pourrait se satisfaire de cet unique paramètre pour surveiller. Alors ensuite, je voulais vous montrer un autre. Voilà, c'était pour retourner. Bon, bon. Un autre outil qu'on a développé avec Thierry. Je vais y arriver. Euh, pardon, je peux pas aller voir, c'est là. Mais là, j'ai pas un. C'est pas ça, c'est bizarre. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est un document qu'on a mis au point avec Thierry pour à remettre aux patients, en fait, et notamment dans le cadre d'une activité de télésurveillance qu'on fait avec nos collègues d'Arcachon. Donc, Arcachon, c'est un hôpital périphérique de Bordeaux. Et Arcachon, sur Arcachon a été créée une CPTS. Et cette CPTS, une de ses vocations, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque et ils sont rapprochés de nous pour faire de la télésurveillance. Et donc, on a essayé, pareil, un peu inspiré de, de l'ancien modèle, on va dire, de Cardioverne, de est-ce qu'on peut faire de la télésurveillance en réseau, c'est-à-dire est-ce que des patients peuvent être inclus et suivis localement, mais télésurveillés dans un centre dédié, par exemple, au CHU de Bordeaux. Donc, je sais qu'à Cardioverne, ils ont fait ça très longtemps avec de nombreux centres. Ils ont toujours, je pense, des centres périphériques. Et nous, on s'est lancé dans l'aventure avec la CPTS. Et donc, la CPTS, c'est une particularité aussi, c'est que il y a des cardiologues libéraux et l'hôpital. Alors, nous, on travaille essentiellement avec la partie cardiologue libéraux. Et donc, il y a une petite difficulté, c'est que ces gens-là, ils travaillent individuellement. Il n'y a pas d'établissement de santé à proprement parler. Donc, l'organisation est assez complexe. Et sur les premiers patients inclus, donc comment ça marche en fait? Le patient, le cardiologue libéral inclut un patient. Donc, en fait, lui explique les intérêts et les modalités de la télésurveillance. Ensuite, le patient est appareillé à son domicile par une infirmière de la CPTS, qui est une infirmière libérale. Bon, ensuite, il y a un échange de documents administratifs avec le CHU de Bordeaux. Et donc, nous, on effectue la télésurveillance. Et quand il y a un problème, ben, on réfère au cardiologue prescripteur, on va dire. Et le patient est pris en charge par lui. Voilà. Donc, il y a ces échanges permanents. Il y a un médecin généraliste aussi très investi en CPTS. Bon, et donc sur les premiers patients, les infirmières passaient à la maison et on avait l'impression qu'il y avait pas mal de gens qui abandonnaient derrière. Et donc on a proposé ce document et je pense que c'est un document qui est particulier à cette situation de CPTS, mais qui pourrait quand même être envisagé d'une manière générale. Ça réexplique aux patients qu'est-ce qui se passe en fait. Voilà. Donc la surveillance, c'est quoi? Pourquoi on m'a proposé une télésurveillance? Qui va s'occuper de moi? Ça, c'est vraiment hyper important. Euh, c'est pas des gens qui sont sur une plateforme à l'étranger ou même déportés, qu'on ne sait pas qui c'est. Là, dans le cadre de SPTS, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des intervenants, pour le coup, que vous ne connaissez pas, c'est les gens du CHU. Bon, comme c'est pas très bon, des fois, les gens le connaissent quand même, mais voilà, donc il y a un petit schéma, c'est votre cardiologue qui vous inclut. Ensuite, c'est l'infirmière de la CPTS qui va passer chez vous. Et ensuite, la télésurveillance va être effectuée sur l'évêque, sur l'hôpital de Bordeaux. Puis après, il y aura des échanges entre vos médecins, vous. Voilà. Donc, ça fait un quatuor. Euh, Ça rappelle aussi l'intérêt de l'accompagnement thérapeutique. Et puis, ça rappelle bon, l'utilisation technique requise, quoi. Voilà. Euh, sur la prise de sang aussi, bon, ok. Et puis les contacts en cas de problème. Ce qui est vraiment hyper important, mais ça, c'est quand même une des bases de la télésurveillance, c'est de dire que la prise en charge à distance à télésurveillance, ce n'est pas un système d'urgence. Donc, quand les patients sont symptomatiques, ils appellent
leur médecin traitant. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle symptômes. Si j'ai dormi avec un oreiller supplémentaire, bon, ben, la télésurveillance, c'est quand même fait pour ça. Par contre, si je suis en train de faire un OAP ou si j'ai une douleur thoracique, il est bien évident que j'attends pas que Aurélie, Sylvie ou Charlotte m'appellent. D'accord? Donc, voilà, bon, c'est une petite plaquette qu'on a réalisée comme ça, mais euh, qui pourrait être finalement envisagée pour tous les patients sous télésurveillance. Alors, il y a un cas clinique, mais on va peut-être arriver au bout là. Ouais, ben, ouais, ouais, en gros, il nous reste 5 minutes, donc on va plutôt faire des questions et on refera une session sur des cas cliniques et notamment sur des cas peut-être un peu plus complexes. Euh, est-ce qu'il est... ouais, bon. Euh, on refera ça au mois de septembre. On refera une présentation plus pratique sur la prise en charge et sur le traitement des alertes, etc. Mais déjà, sur cette première partie, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, puisque vous avez là ce qui se fait de mieux en France en termes de médecins télésurveillants, quoi. Modestement, hein. Non? J'y suis pour qui, là, sinon? Comment? Je pense à qui, là? Là, je pensais à Clément essentiellement, hein. Ah, d'accord. Exactement. Ouais. Un petit peu à Romain, mais... Non, non. Romain, et Clément, là, vous faites de la télésurveillance pour d'autres centres, là, encore? Justement, j'allais te dire, nous, on a deux CPTS avec lesquels on a contractualisé. En fait, c'est un peu différent. C'est souvent des patients qu'on inclut, nous, lors de leur hospitalisation. On offre un droit de regard à la coordinatrice de la CPTS. Et en gros, on a des files actives par CPTS, une dizaine là notamment. Mais c'est rarement pour l'instant des gens qui sont inclus à distance. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des endroits où il n'y a pas de cardiologue. Et ouais, c'est ça. Ouais. Ça permet à la coordonnatrice d'avoir un droit de regard, elle ne touche pas aux alertes, mais quand nous on fait une action qui nécessite une coordination locale, eh ben, on parle à cette personne qui doit se charger de contacter le médecin traitant, de contacter éventuellement le cardiologue, de réfléchir à une hospitalisation au plus près, d'aide à domicile. En fait, on a une relation comme ça. Et il y en a un troisième qui aimerait contractualiser avec nous aussi. Donc, je pense que ça, c'est une bonne manière de faire. Là, encore une fois, à mon sens, à condition que quand même ce soit des acteurs qui aient connaissance de ce qui se passe de manière locale, parce que, comme tu l'as très bien dit, il faut quand même qu'on ait une possibilité de recours local. Nous, globalement, dans les zones des CPTS, ils n'ont pas d'hôpitaux, et s'il doit y avoir une hospitalisation, ce sera chez nous. Donc, on se voit mal leur dire, bah, débrouillez-vous. Donc, de toute façon, mais c'est peut-être un peu différent de ce que tu as vu, mais j'y crois beaucoup au CPTS. On a, je pense, une bonne chose à faire dans ce niveau-là. Ouais, c'est quand même le but de ces PTS, d'après ce que j'ai compris, de proposer des soins à des gens qu'on n'en ont pas. Donc, je pense que c'est quand même une de nos missions d'essayer de les aider, même si c'est quand même assez complexe parce que il y a toujours la problématique de l'acteur de terrain, quoi. Alors, nous, à Arcachon, ça va parce que justement, il y a des acteurs de terrain. Mais je sais qu'on avait été approché par d'autres, enfin, Thierry fait un peu le tour, mais d'autres CPTS, s'il n'y a vraiment pas de médecin sur place et que les gens sont loin, là, c'est quand même pas miraculeux non plus, quoi, hein. Il faut quand même, voilà. C'est peut-être une bonne manière, effectivement, d'utiliser ces CPTS. Donc, c'est un truc qu'on va essayer de développer un peu plus. Ouais. Et nous, je le dis, je sais pas comment ça marche chez vous, mais je le dis pour les participants à ce forum qui ont eu cette idée. Nous, on travaille avec ces CPTS en partage d'honoraires, quoi. Ouais. Donc, eux, ils ont une partie du forfait pour l'activité de recrutement, d'inclusion, d'accompagnement thérapeutique et de retour aux alertes. Et puis nous, une autre partie pour la gestion quotidienne. Donc, c'est quelque chose qui se fait, qui a été accepté par notre CHU. Donc, ce travail en réseau, voilà, il peut être gagnant-gagnant pour différents centres. D'autant que finalement, avec les forfaits valorisés, c'est quand même relativement avantageux, quoi. Moi, j'ai une question. Pour tes transmissions des prothèses, moi, j'ai des difficultés dans le sens où bah, les transmissions ne tombent pas quand je le veux. Alors, Ouais. tu leur demandes de faire des transmissions manuelles, tu mets le Carlink à un mois, Ouais. Ouais. Ouais, effectivement, donc du coup, ce que dit Clément, c'est que les données des prothèses Medtronic, elles n'arrivent
sur la plateforme Careline que si elles arrivent, qu'elles sont présentes sur la plateforme Carelink. Et pour être sur la plateforme Carelink, il faut qu'on ait demandé une transmission soit manuelle, soit automatique à une fréquence plus rapprochée, soit qu'elle ait été déclenchée par une alerte. Donc nous, en fait, on fait une transmission mensuelle. Comme ça, bon, ben, au pire, on a un mois de retard sur la courbe. Quand j'ai ça arrive fréquemment, quand j'ai une suspicion de décompensation cardiaque, je demande à l'infirmière de faire une transmission manuelle. Comme ça, j'ai aussi les données d'impédance thoracique, de l'activité, etc. Et après, c'est pas quelque chose que j'ai encore fait, mais que je vais faire. C'est-à-dire qu'il y a des patients, je sais pertinemment que l'Optivol marche hyper bien. Et à ce moment-là, on peut programmer une alerte Optivol par la machine et être alerté dès que l'Optivol atteint le niveau qu'on a décidé. En général, c'est 60. Mais donc, voilà, ça, j'ai le projet de le faire, mais bon, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faut faire revenir les gens pour changer la prothèse, etc. Mais voilà comment on fait. Ouais. Donc, mensuel plus à la demande. Bon, je pense que vous faites un peu pareil. On n'est pas assez systématique, nous, et malheureusement, on est encore réglé sur la plupart sur 3 mois. Ouais, 3 mois, c'est un peu juste. Un peu Et après, bon, il y a le souci que quand vous faites des transmissions, plus vous faites de transmissions, plus la batterie s'use, mais bon, c'est quand même des prothèses qui ont une très bonne batterie et compte tenu des enjeux, finalement, si on perd quelques semaines, c'est pas très grave, hein. D'accord. Merci. Bon, bah, écoutez, il est 59, j'ai ma consultation dans 1 minute. Donc, je vais vous remercier. Merci Clément, merci Romain, merci Adriana, Thierry, et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et donc, on va se donner mon rendez-vous au mois de septembre et on fera, je pense, plutôt des cas pour le coup, euh, parce que chacun de notre côté, on a des cas soit didactiques, soit complexes qu'on pourrait discuter. Merci Voilà, à tous. voilà. Merci. Merci Merci beaucoup. Au revoir et à Merci à bientôt. tous. Merci, au revoir. Au revoir.